Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et on va parler vrai, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'actualité décortiquée avec nos 4 débatteurs que je salue. Mathieu Batchalon, bonjour Mathieu. Bonjour Président de M2B Conseil et communicant. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Bonjour. Avocat, président du Forum Transatlantique, et Alex Darmon également, qui était avec nous, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, et auteur du documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, mais aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, il est plus que jamais ministre de la Justice et donc de l'actualité aujourd'hui. Pardonnez-moi, et c'est vraiment un documentaire à voir, le documentaire d'Alex, je le recommande, il me l'a envoyé, c'est vraiment un documentaire à regarder. Pour comprendre. Comprendre, et puis pour comprendre la vie politique, le problème de la justice, comment on peut aussi changer d'avis, parce que Dupond-Moretti a changé d'avis sur un certain nombre de points. Donc le documentaire d'Alex est vraiment à regarder. Sur la plateforme France TV. Oui, et rediffusé sur Public Sénat là, dans le 25 mai prochain. Voilà, pour comprendre le personnage Éric Dupond-Moretti. Et puis Garenne Snorrokian, bonjour Garenne, journaliste et éditorialiste à Livre Noir. Alors évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé donc hier matin à la même heure quasiment, cette attaque d'un fourgon, c'est on va dire ce commando armé qui a libéré donc un détenu avec la mort de 2 agents pénitentiaires. Aujourd'hui, vous le savez, il y a une opération prison morte en hommage aux 2 gardiens de prison qui sont morts hier matin. 3 autres sont blessés. Avec cette question, alors est-ce qu'on peut faire mieux en termes de protection des agents pénitentiaires dans le cas d'une extraction de détenus? Est-ce qu'il faut encore plus de moyens sur la justice et notamment le monde des prisons, hein, on le sait, la France détient le record de prisonniers aujourd'hui sur population carcérale. Et puis tout ça se fait résonance avec ce rapport sénatorial, la France qui devient un narco-État, un narcotrafic d'ampleur, hein, c'est le constat accablant que fait le Sénat. La France est même étouffée par le narcotrafic qui est devenu extrêmement puissant et qui rentre absolument dans toutes les strates de la société. Petite phrase également qu'on va commenter ensemble, celle de Gérald Darmanin qui s'adresse aux consommateurs de drogue. Il dit: on ne peut pas pleurer les morts et continuer à fumer son joint. Est-ce qu'il a raison? Là, vous posez le débat aussi avec vous. La situation très tendue depuis 2 jours en Nouvelle-Calédonie avec 2 morts. Le bilan s'est alourdi cette nuit avec donc ces violences, ces émeutes entre des milices, entre des habitants. Enfin, aujourd'hui, l'état d'urgence est plus que nécessaire. On le sait, Emmanuel Macron a convoqué ce matin un conseil de défense et de sécurité nationale. J'allais dire presque plus léger, mais l'espoir du CIO pour l'Île-de-France, à savoir presque 9 milliards, entre 9 et 11 milliards d'euros de retombées pour les Jeux Olympiques, si on a le temps d'en parler. Et puis aussi, si là aussi on a le temps d'en parler, est-ce que vous pensez que pour relancer la natalité, il faut un nouveau congé parental? Voilà, ouf. Commençons par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mathieu, vous voulez revenir donc sur le vandalisme hier du mémorial de la Shoah. Exactement, pour être exact, à Paris, c'est le mur des Justes, qui est juste à côté du mémorial de la Shoah. Les Justes, ce sont les 3900 Françaises et Français qui ont fait honneur à ce qui était à la France et à ses valeurs en sauvant des familles, des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce mur, qui est donc situé dans le quartier du Marais à Paris, a été détérioré puisqu'il y a eu des mains rouges, les fameuses mains rouges qu'on avait vues également à Sciences Po, qui ont été affichées sur le mémorial. Et mon coup de gueule, évidemment, c'était pour dire que voilà, il y a un climat qui est quand même assez délétère. C'est un geste totalement stupide. C'est un geste totalement stupide, quelles que soient les revendications et quels que soient les motifs des personnes qui ont fait ça. Cet acte les a pour toujours discrédités. Et on parlait des 3900 personnes qui sont rentrées dans l'histoire pour avoir sauvé des compatriotes juifs. À cette différence, celles et ceux qui ont commis ces actes finiront plutôt dans les poubelles de l'histoire. Juste un petit mot pour dire qu'effectivement, nos compatriotes de confession juive sont régulièrement agressés, insultés, intimidés. Les chiffres sont très alarmants puisque je crois que c'est le CRIF qui a Premier ministre Olivier Ducret. Le Premier ministre les a repris la semaine dernière. Le nombre d'agressions a été multiplié par 4, je crois, par rapport à l'année d'avant. Et on regarde un chiffre, il disait que dans les années 90, il y avait environ une quinzaine d'agressions par an. Et là, le chiffre a été en 25 ans ou 30 ans, le chiffre a été multiplié par
par 1000. Donc c'est terrifiant. Lorsqu'on se balade en plus dans le quartier du Marais, c'est un quartier qui est un peu particulier puisque ça a été une terre d'accueil pour tous les juifs ashkénazes qui ont fui l'Europe de l'Est. Il y avait des rescapés. Quelques rescapés du ghetto de Varsovie et partout quand on se balade dans le quartier, il y a des plaques qui commémorent devant les écoles les rafles et les enfants qui ont. Faut relire l'histoire du ghetto de Varsovie pour bien comprendre l'horreur et l'abomination. Et se dire qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des abrutis et encore abrutis, c'est gentil, qui ont fait ce type d'acte dans ce lieu aussi chargé d'histoire. Moi, je trouve ça révoltant. En même temps, pas en même temps du tout. Il n'y a pas de en même temps dans cette histoire-là. En parler, c'est leur donner peut-être aussi, malheureusement, une visibilité qu'ils attendent. Parce que je suis pas d'accord. Je pose la question parce que souvent on dit il faut pas non plus donner le nom des terroristes parce que ça leur donne plus d'importance. Je ne suis pas d'accord parce que précisément c'est parce que nous restons silencieux avec un côté intellectuellement au-dessus qu'on dit on laisse faire. Et en réalité c'est une petite minorité agissante et ce qui vient d'être dit est très juste. Ce sont quelques abrutis, mais j'ai envie de dire ce sont des très marginaux qui imposent leurs lois. Et je pense qu'il faut qu'on sache dire de plus en plus ces gens-là, en anglais on dirait shame on you, honte à vous, qu'on leur monte du doigt, qu'on les stigmatise. Il faut que la peur, c'est une banalité de dire, il faut que la peur change de camp. Et il faut arrêter de se taire, il faut arrêter de dire non, il faut laisser passer parce que c'est leur donner trop d'importance. Non, il faut leur dire, il faut dire haut et fort que ces gens-là, ce sont pas simplement des abrutis, ce sont des criminels parce que c'est tuer la République et tuer la société française que de procéder ainsi. Rapidement, Alex et Greg. C'est juste un geste complètement stupide, mais aussi un geste complètement antisémite. Enfin, il faut dire les choses. Oui, il faut les appeler, il faut nommer les choses. Ne pas nommer les choses, c'est mal nommé. Et aujourd'hui, je vais vous dire franchement le fond de ma pensée. Être juif en France ou en Europe, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que vous allumez votre télé ce week-end, vous voyez des manifestations anti-israéliennes, enfin, qui virent au délire ce week-end à l'Eurovision pour un concours de chansons. Vous allumez votre télé hier matin, vous voyez des mains rouges. Faut rappeler ce que c'est les mains rouges quand même. Les mains rouges, ce sont ces mains qui sont brandies en étendard en 2000 dans les territoires palestiniens quand 2 soldats israéliens se font lyncher, agresser, tuer sauvagement par des Palestiniens, et c'est un signe de victoire pour les Palestiniens, et donc c'est devenu un signe antisémite, et donc il faut appeler les choses, c'est quelque chose d'antisémite. On a visé les juifs encore une fois. Et ça ne règle pas, Garenne, pour terminer, parce qu'on arrive à l'heure du journal. Il faut arrêter de dire que c'est une minorité. Aujourd'hui, cet antisémitisme qui est né en France, qui est récente, c'est celle qui est due à l'immigration, c'est celle qui est due à des millions et des millions de musulmans. Pas que. C'est extrêmement écrasante majorité. C'est une minorité. Non, c'est pas une minorité parce que quand on fait venir des millions de gens de pays musulmans, ultra droite ce week-end à Paris, ils créent pas de chants antisémites. Je suis désolé. Aujourd'hui, l'antisémitisme en France, c'est celui de l'extrême gauche et de l'immigration extra-européenne, islamique, qui est l'islam est profondément antisémite. Et qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer quand on fait rentrer des millions de musulmans dans un pays et qui détestent les juifs? Ils ont détesté les juifs autant en France qu'ils les détestaient dans leur pays d'origine. On peut pas dire que l'islam est profondément ceci, c'est écrit dans le texte. C'est écrit dans le texte. Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Voilà, on termine sur la phrase de Jean-Claude Beaujour. Nous, on s'arrête parce qu'il y a l'info de 11h qui arrive et la sélection également de Jean-Paul Desperriers pour les courses. Allez, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et avec nos 4 débatteurs, Mathieu Bachialone, communicant président de M2B Conseil, Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique, Alex Darmon, journaliste politique avec votre chaîne YouTube Les Indécis, auteur du documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, qui va bientôt passer sur Public Sénat, disponible sur la plateforme de France TV, et Garenne Snorokian, journaliste éditorialiste à Livre Noir. On va ouvrir une page, une parenthèse enchantée, je dirais, Alex Darmon, dans cette actualité. On va parler de Zizou. Ouais. Zizou président. On aimerait bien, mais enfin, ça serait pas possible. Mais bon. Zinedine Zidane, légende du football français, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, retour fantastique en 2006. Hier soir, il a joué un match caritatif pour les 100 ans du Parc Lescure à Bordeaux, avec les légendes de l'équipe des Girondins de Bordeaux, contre le club Variété France. Et il a joué, enfin, je veux dire, c'est Zidane, je sais pas quel âge il a plus de 50 ans. Il doit avoir 52 ans, quelque chose comme ça. Plus de 50 ans. 52. Et sur le terrain, ça glisse. C'est toujours aussi beau, il jongle, il avance. C'est du Zizou, en quelque sorte. Et moi, je veux rendre hommage à cet homme-là parce que, d'abord, ça a été un très grand footballeur, un très grand sportif, un très grand Français. Et puis, il a toujours su rester à sa place.
Voilà, c'était un footballeur, c'était rien d'autre. Quand vous voyez aujourd'hui que dans tous les secteurs, certains prennent la parole pour parler, dire, rien dire, en fait, au final, Zinedine Zidane, ça a été un joueur fantastique. C'est le souvenir d'une époque, je suis désolé de le dire, où on avait, entre guillemets, c'est pas vrai parce qu'on a toujours des problèmes dans toutes les époques, on n'avait pas de problème. Voilà, c'était, on regardait du football et c'était que du football et rien d'autre. Voilà. Et donc hier soir, moi je me suis régalé, c'était chez vos confrères de l'équipe 21. On a vu un match de foot il y avait Zinedine Zidane sur la pelouse, mais il y avait aussi Paoletta pour les supporters du PSG et des Girondins de Bordeaux et les supporters portugais d'ailleurs aussi. Et c'était fantastique. Voilà, ça a permis de repartir un peu en arrière. Et voilà, je voulais rendre simplement hommage à Zinedine Zidane ce matin, qui nous a fait rêver et qui fait encore rêver quand il est entraîneur, et j'espère qu'il entraînera très bientôt. Mbappé n'est pas le successeur de Zidane dans le fonctionnement? Je sais pas, Mbappé c'est un joueur fantastique aussi, mais c'est pas la même chose. Vous aviez Zinedine Zidane, pour moi à l'époque c'était tout ce que les enfants voulaient devenir. Mbappé, je sais pas si c'est tout ce que les enfants veulent devenir, en tout cas il fait rêver les gamins, mais c'est pas le même logiciel. Mais Kylian Mbappé, il pense statistiques, et il a le droit, statistiques personnelles. Vous savez, moi il me fait penser à un joueur, j'adore la NBA, il me fait penser à un joueur de NBA, Kylian Mbappé. Zinedine Zidane, c'était le vrai joueur de football. En tant que tel, il avait un rêve, il vient des quartiers de Marseillais, Castellane, il est monté, il a gravi les échelons, et c'est fantastique. Est-ce que ça serait pas le dernier relayeur de la flamme olympique oui, à Paris? Mais justement, Alex, est-ce que c'est le sujet, c'est Mbappé, Zidane versus Zidane, ou le problème du sport qui est devenu peut-être. Un élément purement financier, quand on entend les sommes qui gravitent, qui sont dépensées, qui sont perçues, y compris par les joueurs. Je veux dire, on parle de sommes qui sont, ça n'a pas de sens pour la réalité du commune. C'était déjà le cas à l'époque de Zidane. Oui, non, mais j'y viens. Simplement parce qu'on parle de, après je vous laisse finir, mais on parle de Kylian Mbappé. Il faut quand même dire que Kylian Mbappé touche des sommes incroyables, mais qui sait les redistribuer derrière. C'est un mec formidable aussi. Attention, ce ne sont pas visés les individus, mais de dire que finalement le sport, puisqu'on disait NBA, logiciel, etc., c'est logiciel finance, c'est logiciel calcul pour être à tel ou tel niveau, pression aussi des investisseurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le sport, tout comme les médias, sont devenus un instrument et c'est pas un jugement de valeur, c'est de dire qu'on a un changement de société. Oui, mais peut-être aussi, si vous regardez, puisqu'on arrive au JO de Paris très bientôt, et il en sera de plus en plus question, par exemple, les Jeux ont toujours été un instrument politique pour les nations, et vraiment depuis que ça existe, tout simplement. Bien sûr. Qui est encore plus d'argent aujourd'hui, je dirais que c'est malheureusement tout est argent, beaucoup de choses. Mais le sport, n'y a pas échappé. Ça, que ce soit un instrument politique, bien sûr. On se souvient de 36, on se souvient de beaucoup d'autres manifestations, et encore heureux, parce que ça a aussi permis de mettre en lumière un certain nombre de situations. Mais c'est parce que juste à l'instant, comme Alex faisait Mbappé versus Zidane, je disais, on a un contexte qui a beaucoup changé, et c'est un peu comme ça. C'est un peu une conséquence d'un système qui lui-même évolue, mais le changement est d'ordre naturel. Alors Jean-Claude, puisque vous terminez, ce qui n'est presque pas du changement. je vous laisse le bâton du relais. On va rentrer dans le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Rapidement avec le mode... Enfin rapidement, non. Rapidement, oui. Enfin, très rapidement, pour ceux qui s'en souviennent, on se souvient des événements en Nouvelle-Calédonie de 88 et la grotte d'Ouvéa. On se souvient de la situation terrible en Nouvelle-Calédonie, qui sont nos concitoyens français du bout du monde, du Pacifique. Il y a eu 2 morts cette nuit. En clair, c'est qu'il y a s'opposent les Caldoches et les Kanaks, ou les indépendantistes ou les anti-indépendantistes, comme on veut, sur un sujet notamment, pas simplement sur le statut, mais qui pose le problème ce qu'on a appelé le dégel du corps électoral, pour éviter ce que classiquement on appelle du bourrage d'urnes. Et évidemment, depuis un certain temps, un certain nombre d'organisations indépendantistes, en tout cas néo-kanak, avaient déjà dit que la révision constitutionnelle qui permettait le dégel du corps électoral n'était pas souhaitable, et donc on est arrivé au bout du bout, puisque cette révision cette révision a été votée par l'Assemblée nationale. La situation a explosé, et on arrive à une quasi-insurrection sur place. Alors, juste un mot, parce qu'on va pas résoudre le problème de la Nouvelle-Calédonie ici ce matin. Juste un mot pour dire,
il y a peut-être eu un loupé après qu'Édouard Philippe ait quitté le gouvernement. Il y a peut-être eu un loupé puisque les Kanaks demandaient de suspendre la procédure sur un mois à l'époque où il y avait une période de deuil, etc. Le gouvernement a tenu à son calendrier et depuis les choses ont dérapé. Donc probablement ici, il a manqué l'esprit Michel Rocard de 88 dans cette affaire qui fait qu'on a le sentiment qu'on revient en arrière. Sur le sujet néo-calédonien. Alors certains disent aussi qu'il y a une forme d'instrumentalisation aussi sur place. Oui, bien sûr, il y a toujours des circulations d'armes. Ce chiffre effarant, 250 000 habitants, il y a 100 000 armes en circulation, détenues par des jeunes entre 16 et 17 ans. Alors 2 points. Vous avez raison. Il y a de la circulation d'armes, il y a toujours de l'instrumentalisation, mais on parle même d'ingérence chinoise. Mais de toutes les façons, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux de nous voir dans le Pacifique. Il faut qu'on soit très conscient de cela, y compris chez certains qui se disent nos alliés. Il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux de nous voir dans le Pacifique. On pourra revenir sur ce sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours la même chose. C'est quand vous avez une petite fissure, il est plus facile de s'engouffrer dans une fissure, et je pense que là, il y a eu un loupé. Alors j'ai entendu que le président de la République reprenait la main et que le Premier ministre, c'est un dossier qui habituellement était entre les mains du Premier ministre. J'entends que ça revient à Matignon. Ce qu'on souhaite, c'est que très rapidement... C'est un processus qui dure depuis 1998. Oui, mais enfin, même depuis 88. Oui, 88, mais le processus sur lequel on arrive aujourd'hui, la révision constitutionnelle en cours... Mais vous savez, Christine, il y a de telles douleurs. On n'est plus à un moment donné, parce que l'histoire c'était un mois ou deux. Il y a de telles douleurs que vous savez très bien qu'on ne peut jamais passer en force sur ce type de dossier. L'histoire ne se fait malheureusement pas en un jour, et même si ça doit prendre du temps, ça n'est pas... Même on voit bien que même cette situation actuelle, même Madame Backès, qui était membre du gouvernement d'Emmanuel Macron, dit la situation est intenable, et donc on risque une guerre civile de nouveau. On reviendra à la table des négociations, voyez. On va je voulais juste réagir parce que justement Jean-Claude a cité Sonia Backès. Oui. Je voulais qu'on ait elle était avec Jean-Jacques Bourdin ce matin, parce que tout à l'heure, justement Sonia Backès, qui était secrétaire d'État, qui maintenant est présidente de l'Assemblée du Sud, enfin de Nouvelle-Calédonie, a donné une interview en expliquant que son papa, qui est âgé, sa maison s'est faite attaquer cette nuit, et il a été exfiltré par le GIGN, et la maison a été brûlée. Donc une pensée pour Sonia Backès et pour, on l'a déjà dit ici, les élus locaux partout sur le territoire, mais là pour le coup en Nouvelle-Calédonie, qui font face aux pires agressions, qui doivent gérer des tensions extrêmes. Là on s'en prend à la famille. Alors ce qui est dramatique aussi, c'est qu'elle laisse, dans l'interview, on lui demande: est-ce que vous pensez que votre père a été attaqué parce qu'il savait que c'était votre père? Elle dit: je n'en suis pas sûre. Et elle dit elle-même, il y a un climat extrêmement de racisme assez fort en ce moment en Nouvelle-Calédonie, où on essaye de monter les communautés les unes contre les autres. Donc c'est vrai, poudrière et situation vraiment explosive. Il y a eu 2 morts déjà. Ce matin, on a compté le 2e mort. C'est la raison pour laquelle, et tout à l'heure je disais mon désaccord. Je connais bien la situation outre-mer et l'histoire outre-mer, qui est encore sensible, et on vient de fêter le 10 mai. Je pense qu'il faut éviter de stigmatiser, il faut éviter les caricatures et ne pas se laisser piéger toujours par des minorités qui effectivement sont tellement agissantes qu'elles vous pourrissent un système. C'est comme une petite cellule cancéreuse, c'est tout petit au départ, mais ça peut vous bouffer un corps. Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio, on continue le tour de table avec vous, 4 débatteurs de ce mercredi 15 mai sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Garance Norokian, journaliste éditorialiste à Livre Noir, Mathieu Bachialone, communicant, président de M2B Conseil, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, et Alex Darmon, journaliste politique, avec votre chaîne YouTube Les Indécis, et auteur du documentaire Le ministre qui ne devait pas l'être, ce portrait embarqué, invaded, comme on dit, invaded, avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. On termine
si vous le voulez bien, parce qu'on a beaucoup de sujets encore à débattre sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Donc, je le disais, il y a un conseil de sécurité nationale et de défense en ce moment avec Emmanuel Macron. Alex, l'état d'urgence et Garen est quasiment sûr. On ne peut revenir à la raison et surtout à la sécurité quand on voit 2 morts, des magasins pillés, des scènes de guerre. On a entendu ce matin un témoignage sur Sud Radio de rugbyman qui sont là-bas, qui ont fait des milices, qui ont fait des rondes pour se protéger. Enfin, surtout à Nouméa, il faut bien préciser qu'il y a un foyer à Nouméa, bien sûr. Voilà, mais qui est là où il y a le plus gros de la population, c'est à Nouméa. Donc, le cœur économique de la Nouvelle-Calédonie. Le souci de ce problème actuel en Nouvelle-Calédonie, il est double. D'abord, c'est de quoi on parle. Parce que je pense que tout le monde ne sait pas de quoi on parle là-bas. C'est élargir le corps électoral. D'accord. Oui, pour éviter qu'il soit réduit à la portion congrue. Voilà. Et ça, c'est un processus qui a été initié, ce qu'expliquait Jean-Claude avec les accords de Nouméa. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie souhaitée par certains serait mise en danger, entre guillemets, à moyen long terme. Mais sauf que ils ont voté déjà 3 fois, et 3 fois ils ont voté contre l'indépendance, avec des scores de plus de 90%. Bien évidemment, mais juste j'essaie d'expliquer, c'est pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent. Oui, oui. Voilà, c'est de ne pas pouvoir élargir le corps électoral. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est il y a un problème politique. C'est un sujet normalement qui est géré par Matignon depuis des années. On l'a dit, Édouard Philippe a raté le coche, mais avant c'était Manuel Valls, rappelez-vous, en 2020, qui avait en 2014. C'est après Édouard Philippe que ça s'est produit. C'est après Édouard Philippe. Et là, depuis 2 ans, on se rend compte que c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu 7 fois en Nouvelle-Calédonie, et donc que le sujet a échappé à Matignon, et il a échappé aussi indirectement à Emmanuel Macron. Et donc aujourd'hui, vous avez un peu une bouillie là en ce moment dans le gouvernement. On ne sait pas à qui doit revenir le dossier, et donc c'est un peu compliqué de savoir qui va gérer ce problème. C'est aussi ça qui est compliqué, c'est qu'on dit il faut un état d'urgence, mais il est annoncé par qui et il est géré par qui? Mais Alex, je crois que le dossier revient à Matignon. Je crois que ça a été décidé ce matin par le président. On sait pas encore. Voilà, donc il aurait laissé. Ça va bouger de toute façon. C'est bien de dire. Jusqu'à Édouard Philippe, c'est Édouard Philippe qui maintenait qui avait la gestion de ce dossier, et c'est avec l'arrivée de Jean Castex qu'il lui a. Avec une précision importante. Donc la réforme a été votée cette nuit dans les mêmes termes que le Sénat à l'Assemblée nationale. On le précise, et que donc il faut maintenant que le Congrès se réunisse les 3/5 pour voter cette réforme qui permettrait aux résidents de plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie de pouvoir prendre part au scrutin. De moins de 10 ans. De moins de 10 ans ou à partir de 10 ans? De moins de 10 ans. Il faut avoir 10 ans de présence. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas. Plus de 10 ans. Peu importe que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, l'idée, quand il y a ce type de scrutin, c'est qu'on ne puisse pas. Les nouveaux venus, en quelque sorte, qu'on pourrait rajouter à la dernière minute, ne puissent pas participer au vote, et donc, dans un sens ou dans un autre, sans préjuger du fond, dans un sens ou dans un autre, faire varier de manière artificielle la décision. C'est une question assez complexe, mais en réalité, il y a un point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est que j'ai vu que toute la gauche à l'unisson soutiennent les Kanaks dans cette histoire. C'est cette même gauche qui en France veut le droit de vote aux étrangers, mais en fait qui refuse le droit de vote des Français sur la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, la gauche s'est mise derrière les Kanaks, alors que en général ils écrasent et essayent d'écraser les Calédoniens sont français. Oui, je sais, mais aujourd'hui les Français qui ne sont pas Kanaks et qui sont là depuis moins de 20 ans, c'est-à-dire depuis les accords de 98, ne peuvent pas voter. Aujourd'hui, des Français ne peuvent pas voter en France, en Nouvelle-Calédonie, parce que ces accords de 1998. Je vous explique ce que je dis, c'est que la gauche en France demande le droit de vote des étrangers et dit que en fait les Français ne pourraient pas voter sur un territoire français qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Deuxième chose, la gauche a passé sa vie à essayer d'écraser toute idée patriotique en métropole, et aujourd'hui elle glorifie le nationalisme kanak. Aujourd'hui, il y a donc c'est la faute de la gauche, quoi. Non, c'est comme je vous explique ce que la gauche est en train de faire. La gauche, c'est quand même très vaste. Voilà, c'est ça. La gauche, ça va de l'extrême gauche au centre gauche, qui aujourd'hui sont quasiment tous du côté des Kanaks. Aujourd'hui, la gauche est en train de glorifier le nationalisme kanak, alors qu'elle passe son temps à expliquer que le nationalisme c'est mal. Il faudrait que la gauche sache où elle habite. Aujourd'hui, il y a eu 2 morts. Il y a une église qui a brûlé. Il y a un moment, il va falloir que la gauche sache. Il y a des supermarchés aussi qui ont été pillés, donc il y a aussi des questions de pillage. Il y a des émeutes aujourd'hui. C'est en train de brûler de partout. Ceux qui sont motivés par la cause et ceux qui sont motivés par l'émeute, c'est différent. Alors, rapidement, la gauche, pour moi, ça veut rien dire. Enfin, c'est les gens de gauche, la gauche.
Ouais, enfin de dire de l'extrême gauche au centre gauche, regardez les programmes. D'ailleurs, c'est généralement pas du tout les mêmes. Je parle de ceux qui sont exprimés sur la question Canal. Canal. Valls s'occupait du dossier, il était au PS. J'ai pas vérifié, mais j'ai pas l'impression que le Parti socialiste. C'est ce que j'allais dire. Et donner son avis là-dessus sur le GDR aussi. C'est pas du, enfin pas vous, c'est pas du niveau de dire que la gauche a lutté contre toute idée patriotique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, oui. C'est pas vrai, bien sûr que non. Oui. Alors donc il y a toute une gauche, la gauche républicaine, la gauche socialiste, la gauche social-démocrate qui a exercé des responsabilités dans ce pays et antipatriotique. Oui, bien sûr. Manuel Valls, il est antipatriotique? Oui, bien sûr. Jean-Pierre Chevènement est antipatriotique. Oui, je considère, oui. Jean-Pierre Chevènement il a été Premier ministre. Jean-Pierre Chevènement est un souverainiste. D'une gauche qui n'existe que dans les salons privés. On va revenir. Chevènement n'existe que dans une. Ah non, Jean-Pierre pas du tout. Aujourd'hui, l'archéologie politique. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ce sont des gens qui ont été au pouvoir et qui ont travaillé à la destruction méthodique de la France. On arrête. Écoutez Manuel Valls, vous trouvez qu'il est antipatriotique? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et Manuel Valls a été Premier ministre de la France pendant des années. Garenne, les gens ne comprennent pas ce que l'on en parle. Et Jean-Claude va conclure. Je peux dire juste une phrase. Moi, je trouve quand même très dangereux de distribuer comme cela des bons de patriotes ou d'antipatriotes. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Dans une démocratie... Attendez, est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Dans une démocratie, il est normal que les idées s'opposent, il est normal que nous n'ayons pas les mêmes idées, il est normal que nous débattions et il est normal que le peuple tranche. Je ne peux pas laisser dire que la gauche, à l'instar des Michel Rocard, et Dieu seul sait que je ne suis pas de gauche, mais de Jean-Pierre Chevènement et de bien d'autres soient des antipatriotes. Ce sont mes concitoyens. Pardonnez-moi, nous avons pu être en désaccord. Je peux être en désaccord avec Madame Royal, mais elle n'est pas elle n'est pas contre son pays. Je suis désolé, je ne peux pas participer. C'est autorisé en France d'être antipatriotique. C'est une majorité des gens. Antipatriotique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est faire attention parce que ça exclut pas. La gauche passe son temps à distribuer des bons. Attendez, mais non, mais c'est pas parce qu'ils font, c'est pas parce que certains le font qu'on peut le faire. Mais moi, c'est pas la discussion et la nuance aussi dans c'est 50 nuances de rose, 50 nuances de bleu, de droite, d'ultra droite. Il faut aussi regarder. Je pense que l'histoire nous rappelle aussi que la gauche n'a pas été parfois toujours bon voilà. Vous pouvez pas dire, Garenne, sur antenne de Sud Radio, que la gauche, toute la gauche est antipatriotique. Alors une écrasante majorité de la gauche. C'est une insulte pour tous les résistants, les FTP. Si il n'y a plus de définition mots, si les mots n'ont plus de définition, ça veut dire quoi la gauche, ça veut dire quoi la droite, c'est une insulte à tous les résistants, FTP, MOI, Michel Bien sûr, mon grand-père était de gauche, il est arrivé d'Algérie, il a voté Léon Blum, je peux vous dire qu'il était... J'ai pas entendu. Léon Blum, je peux vous dire qu'il était patriote. Mais je vous parle de la post-seconde guerre mondiale, enfin. Mais même après, quand Manuel Valls, c'est pas François Hollande, qui sont de la gauche modérée, ont passé leur temps à faire des lois anti-France, anti-patriotiques, à faire rentrer une immigration délirante. Je vous signale qu'ils ont été élus par une majorité de Français en démocratie. Mais je dis pas que c'est interdit. Je dis pas que c'est interdit. Tout le monde mais on a même le droit de détester la France et de vivre en France. C'est ça qui est la démocratie. Mitterrand a été réélu. On va prendre une camomille pendant quelques secondes, si vous le voulez bien, pour se détendre, et on va ouvrir un dossier malheureusement qui risque pas forcément de calmer l'ambiance, mais qui est gravissime. Donc et on pense aux familles, à la mort de ces 2 agents pénitentiaires dans cette attaque au fourgon lors d'un déplacement d'un détenu. Ça s'est passé hier matin à la même heure quasiment du côté d'un Corville. C'est dans l'Eure sur l'autoroute. On va se poser quand même des questions après de fond. On fait quoi? On fait comment pour le monde pénitentiaire? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer pour que ça n'arrive plus? Ça fait plus de 25 ans que c'était pas arrivé, ce genre de drame. Donc la question est là. Et puis après, la petite phrase de Darmanin. Est-ce qu'il a raison de dire on ne peut pas pleurer les morts en parlant de ces 2 agents et continuer à tranquillement fumer son joint? Suivez mon regard, parce qu'il n'y a pas que dans les quartiers qu'on fume des joints aujourd'hui. Malheureusement. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. En compagnie de Garen Snorokian, journaliste éditorialiste à Livre Noir, Mathieu Bachielon, communicant et président de M2B Conseil, Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique, Alex Darmon, journaliste politique sur la chaîne YouTube Les Indécis, auteur de ce documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être. Alors, on va essayer de se poser, de parler sereinement, en apportant du débat, et pensons, messieurs, s'il vous plaît, aux gens qui nous écoutent, parce que ils sont derrière leur poste ou leur chaîne de télé sur YouTube à nous regarder. On en vient donc à ce drame qui s'est produit hier matin, qui a sidéré absolument tout le monde. Là, je crois que on est tous absolument. Question déjà, est-ce qu'il était judicieux de diffuser ces images de cette attaque du fourgon, de montrer ça? Qu'est-ce que vous en pensez, les journalistes? Oui, il faut pas cacher la vérité. Nous, chez Livre Noir, on a diffusé la vidéo. Vous avez été l'un des premiers, d'ailleurs. Oui, on a été l'un des premiers. On n'était pas les premiers, mais on était l'un des premiers. Il faut montrer la réalité aux Français. Il faut arrêter. Ça fait du clic en même temps. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a le travail du journaliste, c'est d'informer. Et aujourd'hui, cacher la vérité n'a aucun intérêt. Les Français ont le droit de savoir ce qui se passe. Ils ont le droit de savoir comment ça se passe. Ouais. Et les victimes, elles ont droit juste à la décence de pas. Moi, je me mets à la place des enfants. Moi, je me prononcerai pas parce que je suis journaliste aussi et je comprends votre discours. Maintenant, juste, effectivement, il faut se mettre à la place des victimes. J'ai en mémoire ce qui s'était passé à Bordeaux il y a quelques mois avec cette jeune fille et sa grand-mère qui avaient été agressées devant leur maison et les vidéos avaient été diffusées par des réseaux d'extrême droite sur tous les réseaux et on avait trouvé ça normal. Mais pourquoi d'extrême droite? Tout le monde a diffusé ces vidéos. Non, parce que c'était sorti. Tout le monde c'était sorti sur la chaîne d'Éric Zemmour. Ça a été repris derrière. Ça a été repris derrière, mais tout le monde. Non, mais il faut montrer la réalité. Par tout le monde. Ça, c'est votre avis. Je l'entends, je peux le comprendre. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il faut peut-être penser aux victimes. Les images que vous avez diffusées, vous et d'autres hier, sont très violentes. Et ces gens ont des enfants, ont des familles, ont des femmes. Ouais. Et je dis simplement, moi, je ne me prononce pas. Je dis simplement que il faut penser à eux aussi. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. C'est le sujet dans le sujet, parce que le sujet, effectivement, Jean-Claude. Donner mon point de vue aussi sur ce sujet. Maître. La première, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'il y aurait des gens, et je me sens un peu visé, qui sont naïfs parce qu'ils ont un point de vue différent, un point de vue nuancé, qui sont naïfs ou qui refuseraient la vérité, un peu comme si on avait peur et que on est dorloté. Non, je suis pas dorloté parce que justement, je suis avocat et il m'arrive de rencontrer dans le cadre de mes activités aussi bien des victimes, beaucoup de victimes. Il m'arrive de rencontrer des gens qui sont des repentis. Il m'est arrivé d'aller en prison et de voir un petit peu comment les choses se passent là. Donc, je parle du vécu professionnel. Et sur cette diffusion, j'ai été, à titre personnel, sur le plan intellectuel, intéressé à voir cette vidéo parce que on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui attaquent frontalement, qui sont capables de se dire, on s'en prend aux forces de l'ordre, et ça suppose un logiciel différent. Il n'y a plus la peur des forces de l'ordre, et ça permet de préparer, de se demander comment est-ce qu'on peut prévenir ce type d'incident. Maintenant, je pense aux victimes, je pense à beaucoup de jeunes, je pense à tous ceux qui sont autour. Quand on voit cela, c'est tout d'abord extrêmement violent. Et respect pour ces familles, respect pour ces personnes qui travaillent dans le monde carcéral, parce que je vais vous dire, travailler là-dedans, c'est côtoyer la violence au quotidien. C'est côtoyer la violence au quotidien, et ça, c'est difficile pour les personnes concernées et pour leurs familles. Là, la question aujourd'hui, c'est donc la situation de nos prisons, la question du soutien également à l'administration pénitentiaire aujourd'hui, on le sait. Les agents pénitentiaires sont aujourd'hui dans une opération prison morte, aucune extraction. La chasse à l'homme continue, donc. L'enquête nous dira quels ont été les soutiens. Jean-Claude, vous êtes avocat. Ces extractions de détenus, est-ce que on peut en faire moins? Est-ce qu'on peut mieux les sécuriser? Parce que visiblement, on sent on découvre qu'il y a un maillon faible à ce niveau-là. En tous les cas, il y a une brèche en termes de sécurité. Il y a toujours un risque. Dès lors que il y a une situation mobile, mais c'est vrai pour tout, quand une personnalité se déplace, quand une personnalité dangereuse se déplace, il y a toujours un risque. Et le risque zéro n'existe pas. Est-ce qu'il faut donner plus de moyens quand il y a ces extractions? Sans aucun doute que oui. Est-ce qu'il faut qu'à la toute dernière minute, on prévoit, les Américains sont très bons pour cela, à la toute dernière, qu'il y ait 2-3 trajets, qu'à la toute dernière minute, on décide, mais vous aurez toujours un risque. Ça peut être une hypothèse, à la toute dernière minute, on prévoit 3 trajets, et à la toute dernière minute, il y a un risque.
en sachant que, en général, quand il y a une extraction, c'est soit pour se rendre à un palais de justice, soit pour une reconstitution. Lorsque c'est pour une reconstitution, compliqué de l'éviter. En revanche, et je m'arrête là-dessus, lorsque c'est pour le palais de justice, on peut imaginer qu'on fasse plus de visio, d'audience en visio, ce qui limiterait. Ça va pas régler, parce qu'après il y a l'autre sujet du narcotrafic, mais effectivement. Oui, non, mais vous me posez la question sur le plan logistique. Après, on peut revenir sur le pourquoi du comment. Sur l'état des prisons. Juste pour rebondir sur la question de la visio, parce qu'il y a ce thème est régulièrement évoqué. Il y avait Serge Portelli, qui est donc ancien magistrat, devenu avocat aujourd'hui, qui était chez vos confrères de France 5, je crois, et qui disait un argument qui est également entendable, c'est de dire que lorsqu'on va juger quelqu'un, il y a quand même une responsabilité immense de juger cette personne, et qu'il faut que le contradictoire puisse être, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le contradictoire puisse être respecté, et que le fait d'avoir la personne qui est de visu, en chair et en os, permet le respect des droits de la défense. Une visio qui a été expérimentée un petit peu pendant le Covid, et vous parlez aux avocats et aux magistrats, ils vous disent que souvent on n'entend pas bien, la caméra saute, il n'y a pas assez de débit. Vous avez raison. Je peux vous dire, pour avoir fait l'expérience, vous avez raison. Une audience où on est physiquement présent, c'est jamais la même chose que lorsqu'on est en visio. Cela étant, vous parlez aussi des éléments techniques. Les éléments techniques sont améliorables. Il m'est même arrivé de faire de la visio avec le bout du monde, et je peux vous dire que le résultat est qualitativement nettement de on fait des audiences et des niveau. Procès avec des visios aussi quand il y a des témoins qui ne peuvent pas se déplacer. Alex et Garenne. Non, mais alors, l'histoire de la visio, ça c'est une chose, mais l'état des prisons aujourd'hui, le profil de Mohamed Amra, là, dit la mouche, enfin il a plusieurs surnoms visiblement. Ouais. Certains s'interrogent même de savoir si il a été extrait par un commando qui était de son camp, et s'il n'a pas été pris parce c'est un commando adverse. D'où viennent les informations? Il y avait une voiture qui suivait, dit la procureure. Voilà, donc il savait d'où il partait, il connaissait le trajet, il connaissait l'heure de départ. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, l'histoire de l'évasion du dimanche, la tentative, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Au-delà de tout ça, je pense qu'il faut quand même se projeter un petit peu plus loin et se rendre compte qu'hier, c'est la première fois que c'est aussi spectaculaire, mais que quand vous parlez avec les... Pardonnez-moi, c'est spectaculaire parce qu'on a les images. Hein. Oui, non mais vous avez raison. Attention, et parce qu'il y a des morts. Mais il y a déjà eu des morts, il y a des évasions, etc. Voilà. On n'avait pas les images, mais quand on les a, effectivement, on se dit... Wow. Le problème aujourd'hui, c'est que vous vous dites, est-ce qu'ils sont assez protégés, est-ce qu'ils sont assez accompagnés, ce personnel pénitentiaire, est-ce qu'ils ont les moyens de réaliser leur mission? A priori, on découvre, comme souvent, malheureusement, après les drames, le manque de moyens qui est le leur. Il va falloir se projeter un petit peu plus loin, parce que là, on sait qu'en juillet dernier, il y a eu une grande réforme pénitentiaire où on a augmenté. C'est quand même une force policière, le syndicat pénitentiaire, mais c'est la seule force policière qui ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Elle dépend directement du ministère de la Justice. Et que là, tous les agents sont passés catégorie C à catégorie B. Hein. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une anomalie? Est-ce que finalement leur statut, leurs moyens de protection ne devraient pas être déportés sur le ministère? Mais ça existe. Alors, juste ce que j'ai vu, c'est que il y a eu une réforme en 2011, je crois, parce que avant les transfèrements étaient gérés par la police et la gendarmerie, et il y a eu ce transfert de compétences donc à la pénitentiaire géré par le ministère de la Justice. Vous vérifierez, mais je crois que c'est autour de 2010 ou 2011. 2009, je crois. 2009 sous Sarkozy, effectivement. Oui, parce qu'il y a eu à l'époque notamment la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, qui a voulu rationaliser une partie de l'appareil étatique, et certaines fois pour le pire. On l'a vu avec la désorganisation des services de renseignement, et on voit bien que la queue de comète de tout ça 15 ans après, le bilan, c'est aussi cette désorganisation avec une baisse de moyens, une baisse d'effectifs pour ces hommes et ces femmes. 89 000 détenus, 43 000 agents de la pénitentiaire. Baisse d'effectifs, ça a été, c'est en tout cas en train d'être rattrapé, puisque depuis juillet 2023, avec cette augmentation de salaire pour les catégories B de minimum 216 € par mois par pénitencier. Et une grosse campagne de communication d'ailleurs, de recrutement. C'est dit par les syndicats de la pénitentiaire à la télévision. Mais ce qu'on entend depuis hier, c'est surtout le manque de moyens, les véhicules qui ne sont pas à la hauteur. J'entendais un syndicaliste qui disait qu'ils avaient quasiment des pistolets à eau. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je vous dis que le risque augmente. Vous savez, il y a la société, les questions d'insécurité ne sont pas nouvelles. Donc c'est vrai qu'à mesure qu'on avance, le risque augmente, et on n'est pas forcément d'actualité sur la manière dont faire face aux risques qui sont encourus par ces personnels. On sait très bien qu'aujourd'hui la criminalité est en train d'exploser en France, que ce soit les violences aux personnes, le narcotrafic, et aujourd'hui
il est vrai que le système pénitentiaire n'est pas du tout adapté à la criminalité qu'on a. Aujourd'hui, on a quasiment une prison à l'ancienne, alors qu'il nous faudrait des méga prisons comme on fait aujourd'hui au Salvador. Il faudrait créer aux îles Kerguelen une prison de 50 000 places pour envoyer les gens comme Mohamed Amra, qui est un criminel, mais multi-condamné, narcotrafiquant, mais aussi pour des meurtres, pour des préparations de meurtres. C'est un homme, je veux donner un exemple. Entre ses 11 ans et ses 14 ans, il a été mis en cause 19 fois. Ouais. Il a bien sûr, tout a été classé sans suite parce qu'il était mineur, aucune poursuite pénale. Si on s'occupe pas dès l'enfance de ce genre de choses, donc je suis d'accord, il y a une partie prévention, ça veut dire qu'il faut dès l'enfance s'occuper des futurs grands criminels, mais une fois que ces gens sont des criminels comme monsieur Mohamed Amra, il faut les mettre hors d'état de nuire de la société et peut-être les envoyer aux îles Kerguelen ou les envoyer et jeter la clé. Alors tout le monde s'interroge. Pardon. Oui, non, mais moi le pardon des assassins, je leur donne pas. Aujourd'hui, ces gens sont des dangers pour la société, même quand ils sont en prison. Ça a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Garen, bien sûr, mais c'est pas lui qui les a. C'est pas lui déjà. Ils ne savent pas. On le saura dans 2 semaines. Il a déjà essayé de s'échapper de la prison. Mais ils ne savent pas si c'est pas pour justement échapper à un commando qui voulait le récupérer. Au niveau de criminalité, il faut arrêter cet angélisme. Il va falloir commencer à agir comme on agit dans les pays de narcotrafiquants. Écoutez, en toute franchise, ça commence à devenir déplaisant. De nous traiter d'angélique. Moi, je ne suis pas angélique. Vous voyez, j'ai 35 ans de vie professionnelle. Je suis sur le terrain au quotidien. Je n'ai rien d'un enfant de cœur. Je suis fils de policier. Je n'accepte pas qu'en permanence sur une émission, on me dit d'arrêter d'être angélique. Je parle pas à vous en particulier. Mais nous sommes en train d'en débattre. C'est nous qui sommes visés. C'est pas les gens qui nous écoutent. Et c'est extrêmement déplaisant. Je ne vous traite pas d'angélique. Je ne vous autorise pas à me traiter d'angélique. Je pense que ce sera quand même. Mais aujourd'hui, on a voulu le Brésil, on l'a eu, et maintenant il va falloir une police à la brésilienne. Oui, mais je vous dis, on peut débattre, mais c'est déplaisant. Il faut qu'on fasse juste un petit mot rapide pour dire que effectivement, sans faire preuve d'angélisme, on peut lutter contre la criminalité organisée. On peut être ferme en respectant l'état de droit. Eh ben, on vous posera la question, Garen. Est-ce que ceux qui fument un joint tranquillement dans le 16e arrondissement de Paris ont du sang sur les mains? C'est ce qu'a dit. Je vous le dis tout de suite. Bon, et ben voilà. Et on y en débat tous ensemble. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Alors c'est très animé aujourd'hui, mais c'est le jeu aussi. Garen Snorokian, qui est journaliste éditorialiste à Livre Noir, Mathieu Bachialone, communicant, président de M2B Conseil, Jean-Claude Beaujour, avocat et président du Forum Transatlantique, Alex Darmon, journaliste politique, avec votre chaîne Les Indécis. J'avais posé cette question-là à Garen. On ne peut pas pleurer les morts et continuer à fumer son joint suite à ce qui s'est passé donc avec l'attaque de ce fourgon de la pénitentiaire et la mort de ces 2 agents de pénitentiaire. C'est Gérald Darmanin qui dit ça, c'est son mantra d'ailleurs. Il n'arrête pas de répéter que... mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Éric Dupond-Moretti, ça fait longtemps qu'il le dit aussi. Le goût du pétard séché. Le goût, comment il dit? Le goût du sang, le pétard séché qui a le goût du sang du trottoir. Est-ce que c'est un raccourci? Est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est totalement vrai. Et il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent, parce que je connais des gens qui prennent de la drogue, qui fument des joints ou autre. Quand, à chaque fois que vous êtes en week-end pour vous détendre, que vous fumez sur un pétard, en fait, vous financez la guerre des narcotrafiquants, vous avez du sang sur les mains, vous avez des crimes qui sont commis à cause de ce petit pétard qui vous sert à vous détendre le week-end. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas non, mais j'ai juste acheté un joint pour me détendre. Donc il faut légaliser. Ah non, il faut criminaliser. Encore plus. Avec des vraies peines de prison. Alors. Mais oui, il faut créer des places de prison. Je pense qu'il faut tripler les capacités des prisons en France. Déjà, les gens, ils veulent pas de prison à côté de chez eux. C'est vrai qu'on l'a déjà dit ici. Il y a pas, c'est une lapalissade de dire s'il y avait pas de consommateurs, il y aurait pas de trafic. C'est vrai. Ça, il y a un marché. Et il y a un marché. Et c'est là où je suis d'accord. Mais les donneurs d'ordre, les gens se rendent pas compte. Il y a pas un côté. C'est pas. En fait, oui, c'est ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Il avait raison là-dessus. C'est pas cool de. Enfin, il y a un côté. Voilà, il faut que vous vous rendiez compte que quand vous allez acheter un produit illégal dans des conditions très particulières, vous allez potentiellement financer les narcotrafics, de l'islamisme radical et plein de choses qui avec du sang sur les mains. Pas moi qui l'ai dit.
Non mais pour le coup, là, on sait très bien que le narcotrafic finance aussi les. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont. Et paraît-il qu'il n'y a pas que les pétards. Il y a aussi tous ceux qui fument des choses plus dures, qui coûtent très cher. Parce que s'il y a une économie en banlieue, me faisait remarquer un policier. Il me disait, tu sais, s'il y a une économie en banlieue, il y a beaucoup d'argent, c'est qu'il y a des gens au-dessus qui achètent et qui payent beaucoup et très cher ce type de produit. Est-ce que vous avez, Jean-Claude, pris connaissance donc de ce rapport sénatorial qui parle donc de ce narco-État, en tous les cas la France qui est gangrénée, et visiblement on a beau mettre des moyens, c'est comme si on vidait 10 rapports la mer à la petite cuillère. Est-ce que le combat aujourd'hui va nous dépasser par rapport à... Tout d'abord, j'espère que le combat ne nous dépassera pas, parce que ça serait dramatique. Regardez ce qui se passe dans certains États, regardez ce qui se passe dans certaines régions au Mexique, regardez ce qui se passe, alors je ne vise pas particulièrement ces États-là, mais c'est vrai qu'on arrive à des situations où il n'y a plus l'état de droit, où l'État même, l'État dans sa fonction régalienne, justice, police, défense, ne fonctionne que de manière approximative, parce que vous avez ces gangs dans certaines régions qui font la loi. Donc, j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation. 2, oui, cette situation est dramatique. Vous savez, sur votre antenne, ici, on a eu l'occasion de rappeler ce qui se passe à Marseille, on a eu l'occasion de se rappeler ce qui se passe outre-mer, et j'étais récemment en Guyane, j'ai été surpris de voir qu'effectivement, il y a un filtre plus important, parce qu'on sait que c'est un point de passage de la drogue. Oui, nous avons ce risque. Est-ce qu'on ne se donne pas suffisamment de moyens? Alors, je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui font ça très bien, mais j'ai envie de vous dire que les moyens, que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens matériels, que ce soit les moyens en prévention, ne sont certainement pas à la hauteur de la situation, et il faut probablement détruire un certain nombre de réseaux. On disait tout à l'heure qu'il y a, par exemple, dans les ports, qu'on sait qu'il y a plus ou moins des gens qui ferment les yeux. Je ne dirais pas qu'ils sont coupables, mais en tout cas, ils ferment les yeux. Donc ça passe quelque part. Cette drogue, elle arrive, elle part, elle arrive à un certain nombre d'endroits. Est-ce qu'il faut se donner plus de moyens, par exemple, entre les îles de la Caraïbe, pour que cette drogue n'arrive pas dans les départements français outre-mer, rapatriés, etc. Donc voilà, c'est une question qui est très juste. Le rapport sénatorial explique que le marché, la fourchette basse de ce marché, c'est 3,5 milliards d'euros par an sur le sol français. Mathieu? Ouais, la grande différence, en fait, le point de bascule, s'il y avait un point de bascule, c'est le moment où l'appareil étatique et les agents de l'État sont complices ou corrompus. Et ça, on a déjà vu que c'était déjà là, il y a une grande différence. Je dis pas que c'est le cas. Le rapport sénatorial. Alors, comme disait Jean-Claude, sans aller aussi loin que le Brésil ou l'Amérique du Sud, on a au sein de l'Union européenne des territoires. On va à Naples. On va à Naples. On a un exemple d'une ville qui a été, alors ça c'est en passe de se régler, c'est plus, mais qui depuis des années et a été sous coupe réglée de la mafia, de la Camorra, et avec un appareil étatique, régional et local totalement corrompu. Faible, oui. Le point de bascule, à mon sens, il est si en France il y a ce phénomène-là qui serait gravissime, parce que pour le coup, on a une complicité de fait qui permettent les trafics. Jean-Claude parlait en disant dans les ports, oui, on a vu qu'il y avait eu il y a quelques années des dockers avec des règlements de compte et des dockers qui sont restés sur le carreau. Il y a une très bonne série d'ailleurs qui est sortie sur Arte, qui sur ce sujet-là, où on voit des pans entiers d'économies parallèles avec des familles qui sont effectivement, il y a la pas de, voilà, il y a ça s'organise. Juste une précision pour nos auditeurs, on n'est pas en train de dire que tous les, attention, non, mais c'est important de le dire que tous les dockers, mais c'est toujours une petite minorité qui vient organiser. Le point de vigilance, à mon sens, il est là-dessus. C'est-à-dire que il y a aussi des États, des pays étrangers qui aujourd'hui aident et soutiennent le trafic de drogue. Moi, j'ai absolument rien contre le Maroc, mais on sait très bien que le Maroc aide et facilite la transition du trafic de drogue de son pays vers la France. Il y a un moment, il va falloir se mettre autour d'une table et discuter avec les pays qui aident les trafiquants de drogue à fournir de la drogue à la France. Ouais. Sinon, Alex, je vais provoquer Garen, mais je pense que c'est aussi un problème européen. Et Mathieu l'a dit, on peut pas juste parler de nos frontières. Je pense qu'il faut faire un travail au niveau de l'Europe et faire en sorte que les frontières européennes bloquent aussi ce trafic de drogue. Parce que c'est aussi à ça que doit servir l'Europe à un moment donné. Étant donné qu'on a plus de frontières à l'intérieur, on est obligé, il faudrait quand même en mettre à l'extérieur. Non, mais c'est pas à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense qu'effectivement, les ports européens aujourd'hui sont des plateformes
qui permettent le passage Mais très à rapide. Rotterdam aussi, par exemple. Les ports je suis tout à fait européens. d'accord. Voilà. Et puis vous avez aussi il n'y a pas la même législation selon les pays. Et Vous je voyez, rappelle même en aussi Europe. que nos plages sont aussi quand il y a des tempêtes, des ballots de cocaïne arrivent régulièrement sur les plages bretonnes. Hein, donc ça fait partie aussi du cheminement. Enjeu politique explosif. Je vois que Marion Maréchal s'est précipitée ce matin, donc du côté de Gradignan à Bordeaux, en disant ne lâchez rien, on est avec vous, aux agents pénitentiaires. C'est une période délicate en plus cette affaire pendant les élections européennes. Là, on en oublie complètement les enjeux européens, ou ça reste un enjeu européen, cette question du trafic et de la délinquance. C'est ce que je viens de vous dire. Pour moi, c'est un enjeu européen. Vous pouvez pas aujourd'hui, de toute façon, tout ce qui concerne trafic ou illégalité. Sur du trafic de drogue en tant que tel, ça peut être qu'un enjeu européen. Il n'y a pas qu'en France où vous consommez de la drogue. Hein. Non, mais il y a des pays de l'Union européenne qui ont légalisé, par exemple, la consommation. Donc c'est quand même par pays. En fait, il n'y a pas de pays qui s'appelle l'Europe. Il y a des nations qui composent l'Europe, l'Union européenne. Donc oui, bien sûr que chaque pays n'a pas la même réglementation. Donc on peut pas dire que c'est un enjeu européen. Amsterdam ne va pas avoir le même problème qu'à Paris. Il reste 2 minutes. On peut dire deux choses. On peut dire oui, c'est un enjeu européen. Pour autant, est-ce que la capacité à apporter une réponse commune est parfaitement possible? C'est là où il y a une difficulté, puisqu'on a des législations différentes. Mais oui, c'est un enjeu européen. Non, la réponse n'est pas à la hauteur de la situation. Et c'est là où, effectivement, il faut pas... Bien sûr qu'on apporte notre première réponse en France, mais on voit que le flot, et vous l'avez rappelé, Christine, l'enjeu est tel que vous imaginez très bien qu'on a en face des gens qui vont utiliser toutes les ficelles à leur disposition. Et c'est là où il faut une réponse également commune européenne. 3,5 milliards d'euros demain. Ah oui, allez-y. Parce que faut pas oublier, je reviens sur cette histoire. Après l'assassinat des 2 agents pénitentiaires, hier Mathilde Panot a fait un tweet qu'elle a modifié a posteriori, où elle expliquait ce sont les 110e morts du travail pour 2024. L'Humanité a titré aussi ce sont les 110e morts du monde du travail. En expliquant, en fait, ils veulent tellement minimiser le fait que la criminalité est délirante qu'ils expliquent que 2 agents pénitentiaires qui se font assassiner par des criminels à la sortie de l'autoroute, c'est un accident du travail. Pourquoi est-ce que Mathilde Panot, pourquoi l'extrême gauche, parce que l'Humanité et Mathilde Panot, vous n'allez pas me dire que c'est pas l'extrême gauche, j'espère, parce que vous dites que rien n'est de gauche. Enfin, c'est un journal, l'autre c'est une militante. L'Humanité est un journal ouvertement d'extrême gauche communiste. Oui, mais vous êtes aussi un journal militant, Livre Noir. J'explique pourquoi est-ce qu'elle minimise les faits comme ça. C'est parce qu'elle ne veut pas parler en mal de ses petits protégés qui sont les criminels, les délinquants de cité. Et dans le tweet de Mathilde Panot, il n'y a pas un mot sur les criminels. La question a été posée ce matin, Adrien Quatennens, par Jean-Jacques Bourdin, et je vous invite, si vous souhaitez écouter la réponse, à retourner donc soit sur nos réseaux sociaux, soit en podcast, parce qu'on n'a pas le temps là de voir comment il justifie en fait cette définition par Mathilde Panot, et de toute façon vous entendez le générique, on n'a plus le temps. Voilà, ça c'est fini. Merci à votre merci à vous 4, c'était comme on dit viril mais correct dans le monde du rugby. Voilà, dans un instant les infos bien sûr, et vous avez rendez-vous avec André Berkoff. Belle journée, moi je vous dis à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.